10 septembre 2001, studio d'Elstree, Boreham Wood, Hertfordshire. Regarde la scène. Ce n'est pas juste une pièce, c'est une cocotte minute préfabriquée, un amphithéâtre conçu comme un colisée moderne. La température ambiante est délibérément étouffante, augmentée pour garder le public alerte et faire transpirer les candidats. Des sièges circulaires encerclent le centre comme un étau. Le sol est en verre. Un seul cône dramatique de lumière au tungstène perce l'obscurité artificielle, piégeant les deux hommes assis au milieu. Au centre de cette lumière est assis le major Charles Ingram des Royal Engineers. Il a 38 ans. Il est vêtu d'un polo banal. Son visage est rouge. Ses yeux vont frénétiquement des écrans lumineux à l'homme assis en face de lui. Cet homme, c'est Chris Tarrant, le présentateur, le maître de piste ultime du phénomène télévisuel le plus enivrant de Grande-Bretagne. Qui veut gagner des millions? L'enjeu? 1 million de livres, le plus gros gain en espèces de l'histoire de la télévision. Tarrant se penche en avant. L'attention dans le studio est un poids physique. Tu peux entendre le bourdonnement des projecteurs. Tu peux entendre les battements de cœur synthétiques et syncopés diffusés par le système de son surround massif du studio. La question finale s'affiche sur l'écran entre eux. Un chiffre, un suivi de 100 zéros porte quel nom? 4 options brillent dans le noir. La première option est Google, la deuxième est Megatron, la troisième est Gigabit, la quatrième est Nanomol. Ingram s'effondre, le masque tombe. Il bégaye, il marmonne. Il répète à Tarrant qu'il n'a absolument aucune idée de ce qu'est un gogol. Il penche pour Nanomol, il penche pour Mégatron. Deviner et se tromper signifie perdre 468 000 livres. Partir signifie rentrer chez soi avec 500 000 livres. Tout être humain rationnel s'en va, mais il ne s'en va pas. Il prononce le mot « gogol ». Quelque part dans l'obscurité, juste au-delà de la lumière, un son rompt le silence. Une toux. Ce n'est pas un raclement de gorge. Ce n'est pas une nécessité biologique, c'est un signal. C'est une ligne de code binaire exécutée en plein milieu d'une diffusion en direct. Ingram fait une pause. Toute son attitude change. L'indécision atroce s'évapore dans l'air chaud. Il regarde Tarrant droit dans les yeux et dit « Je vais jouer Google ». Tarrant lance une page de publicité malgré les protestations paniquées d'Ingram. La suspension de l'incrédulité est poussée à sa limite absolue. Quand les caméras reviennent, l'illusion est totale. Tarrant déchire le chèque de 500 000 livres. Il crie de joie. Des canons à paillettes explosent du plafond, déversant une cascade d'or synthétique sur la scène. Le public explose dans une frénésie de joie véritable et pure. Tarrant embrasse le major en sueur. Il déclare dans un micro ouvert « Tu es le candidat le plus incroyable que nous ayons jamais eu ». Diana Ingram, la femme de Charles, descend précipitamment des gradins et jette ses bras autour de son mari. Le braquage est terminé. La chambre forte est ouverte. L'argent est à eux. Mais la victoire est un fantôme. La célébration, du pur théâtre. Le vrai drame ne se joue pas sous les confettis. Il se déroule dans la salle de contrôle, très au-dessus du sol en verre. Là-haut, les ingénieurs du son rembobinent la bande. Ils ne célèbrent pas. Ils écoutent. Ils isolent les fréquences. Ils réalisent que le plus grand jeu télévisé du monde vient d'être piraté par une gorge humaine. Pour comprendre le crime, tu dois comprendre la cible. L'année est 2001. Qui veut gagner des millions n'est pas juste un programme télévisé, c'est un monolithe. 19 millions de personnes regardent l'émission chaque soir. Il dicte les conversations culturelles de toute une nation. Il est diffusé dans plus de 100 pays. Le format lui-même est une masterclass en matière de pression psychologique. 15 questions, 3 jokers, des sommes d'argent qui augmentent de manière exponentielle. Il joue sur le fantasme humain le plus profond et le plus primitif, la transformation instantanée et sans effort d'une vie, grâce à l'application de connaissances générales obscures. Mais le jeu est protégé par une forteresse de mécanique. Pour même atteindre le siège de la question face à Chris Tarrant, un joueur doit survivre à une épreuve de qualification brutale appelée « le doigt le plus rapide ». C'est un test de tri à grande vitesse où 10 candidats se précipitent pour classer 4 réponses par ordre chronologique ou alphabétique à l'aide de claviers électroniques. Le plus rapide gagne. Les autres s'assoient dans le noir en regardant un inconnu jouer pour leurs rêves. Entre la famille Ingram. Ce ne sont pas des téléspectateurs occasionnels, c'est un syndicat obsédé. Diana Ingram, une puéricultrice, et son frère, Adrian Pollock, ont tous deux déjà remporté la manche du doigt le plus rapide. Ils se sont tous deux assis sur le siège. Ils sont tous deux repartis avec exactement 32 000 livres. Diana est si profondément ancrée dans l'architecture du jeu qu'elle a coécrit un livre sur la façon de pirater le processus de sélection de l'émission. Mais 32 000 livres ne suffisent pas. Charles et Diana Ingram se noient. Ils sont ensevelis sous 50 000 livres de dettes étouffantes. Charles Ingram est un major de l'armée,
un ingénieur royal, un vétéran de Bosnie, un membre de Mensa. C'est un homme intelligent et éduqué qui, selon ses supérieurs hiérarchiques, possède une intégrité totale et sans faille. Mais le désespoir réécrit le code moral. Pour préparer son tour, Charles construit une machine artisanale du doigt le plus rapide dans son salon. C'est un acte de pur calcul obsessionnel. Il s'entraîne pendant 20 minutes par jour, conditionnant ses réflexes, préparant son système nerveux central à la réalité physique du studio. 9 septembre 2001, premier jour de tournage. Charles Ingram y arrive enfin. Il bat les 9 autres candidats. Il prend place sur le siège de la question. Les lumières baissent, les caméras tournent, et il est désastreux. Les premières questions de millionnaire sont conçues pour être sans friction. Elles sont censées introduire le candidat en douceur dans le rythme du jeu, lui permettant de prendre confiance avant que l'enjeu ne devienne fatal. Mais Charles trébuche. Il est erratique. Il manque de culture générale de base. Au moment où il atteint la somme relativement mineure de 4000 livres, il a déjà brûlé 2 de ses 3 précieux jokers. Il utilise le joker de l'avis du public sur une question concernant le feuilleton Coronation Street, découvrant que le personnage de Gail est la fille d'Audrey. Il utilise l'appel à un ami sur une question concernant l'emplacement de la rivière Foyle, se reposant entièrement sur son ami Gerald pour lui dire que c'est en Irlande du Nord. Il patauge. L'équipe de production l'observe depuis la régie avec un mépris à peine voilé. Chris Tarrant lui-même suppose qu'Ingram va vite s'effondrer, le décrivant plus tard comme gentil mais simplet. Le consensus parmi l'équipe de production de Cellar Door est unanime. Charles Ingram ne survivra pas à 2 questions supplémentaires. Mais la télévision est régie par l'horloge. Le klaxon retentit, signalant la fin de la journée de diffusion. Charles Ingram est sauvé par le gong. Il est renvoyé chez lui avec 4000 livres et exactement un seul joker, le 50-50 restant. On lui dit de revenir le lendemain soir, le 9 septembre 2001. La nuit dans le monde réel. La scène s'éteint et le studio se vide. Ce qui se passe dans la maison des Ingram au cours des 12 heures suivantes fait l'objet d'un intense débat médico-légal. Les relevés téléphoniques révèlent un pic soudain d'activité. Il y a des appels vers des beepers, 4 appareils distincts. L'accusation théorisera plus tard que les Ingram construisaient un système de communication high-tech dans l'obscurité. Le plan ? Attacher 4 beepers vibrants au corps de Charles. Diana s'assiérait dans le public avec un téléphone portable, lui bipant les bonnes réponses alphanumériques à travers le tissu de ses vêtements. Diana affirmera plus tard que ces appels étaient totalement innocents. Elle dira qu'il s'agissait de tentatives pour localiser son frère, Marcus, qui avait disparu des radars pour échapper à ses propres dettes bancaires écrasantes. Mais il y a une autre donnée dans les journaux de télécommunications, un fil reliant 2 étrangers dans la nuit. Au cours des 7 mois précédents, il y a eu 38 appels téléphoniques entre le domicile des Ingram et un homme du nom de Tequan Wittock. Qui est Tequan Wittock ? Il a 53 ans. Il est professeur d'études commerciales à l'université de Pontypridd, au pays de Galles. Il a également 37 000 livres de dettes. Il est accablé par un prêt immobilier de 100 000 livres et des frais d'école privés exorbitants pour ses 3 enfants. Et le soir du 10 septembre 2001, Tequan Wittock doit être assis au premier rang du doigt, le plus rapide, à seulement 3 mètres derrière Charles Ingram. Les beepers sont abandonnés. Peut-être sont-ils trop risqués. Peut-être que la technologie est trop lente, prenant plus de 20 secondes pour transmettre un signal numérique du monde extérieur vers le studio. Au lieu de cela, ils optent pour une solution analogique, une méthode aussi vieille que la triche elle-même, invisible, intraçable, un déni plausible intégré directement dans la biologie humaine. La toux. 10 septembre 2001. Le studio prend vie à nouveau. Le public remplit les tribunes circulaires, totalement inconscient qu'il est sur le point de devenir figurant dans un film de braquage. Diana Ingram prend place dans la foule. Tequan Wittock s'assoit au rang du doigt le plus rapide directement dans la ligne de mire du dos de Charles Ingram. Charles Ingram retourne sur le siège de la question. Les lumières braquent sur son visage. C'est un homme différent. Le joueur maladroit et hésitant de la veille a disparu, remplacé par un homme avec un plan. Il annonce à Chris Tarrant qu'il a une stratégie pour jouer le reste du jeu. La 8e question est pour 8000 livres. Qui était le 2e mari de Jacqueline Kennedy ? La première option est Adnan Khashoggi. La 2e est Ronald Reagan. La 3e est Aristote Onassis. La 4e est Rupert Murdoch. Charles lit les options à haute voix. Il déclare immédiatement qu'il pense que c'est Aristote Onassis. Dans l'ombre du rang du doigt le plus rapide, Tequan Wittock tousse. Charles l'entend. La fréquence se connecte. Il consolide sa position.
Il valide Aristote Onassis. C'est la bonne réponse. Question 9. 16 000 livres. L'emmental est un fromage de quel pays? Charles énumère les réponses. Il déclare que c'est la Suisse. Il valide immédiatement. Il y a une toux, mais elle est simultanée à sa réponse. Il connaît celle-ci naturellement. Le système n'a pas besoin de s'activer. Question 10. 32 000 livres. C'est le palier. C'est le filet de sécurité. S'il se trompe, il retombe tout en bas à 1000 livres. La ruine financière qui l'attend chez lui deviendra inéluctable. Qui a eu un album à succès au Royaume-Uni avec Born to Do It sorti en 2000? Charles fixe l'écran. Il n'en a aucune idée. Il utilise son dernier joker. Le 50-50. 2 mauvaises réponses disparaissent du moniteur lumineux. Il lui reste 2 choix, A1 et Craig David. Charles parle dans le silence. Je pense que c'est A1. Je n'ai jamais entendu parler de Craig David. Il se prépare à valider A1. L'équipe en régie prépare les graphiques pour une défaite. Le jeu est terminé. Taran attend la confirmation finale. Puis une toux retentit, mais celle-ci ne vient pas du rang du doigt le plus rapide. Cette toux provient du public. Elle traverse le bruit ambiant. Elle vient de Diana Ingram. Charles s'arrête. Il pivote complètement. La conviction dans sa voix s'évapore, remplacée par un soudain et inexplicable revirement. Il regarde Taran et dit « 80% du temps je me trompe quand je devine. Alors tu sais quoi? Je vais choisir Craig David. » Il valide. C'est exact. Il s'est assuré 32 000 livres. Loin au-dessus du plateau du studio, la salle de contrôle commence à bourdonner de confusion. Les producteurs qui regardent les flux de caméras isolées ressentent un frisson de malaise. Charles Ingram ne joue pas comme un génie. Il ne joue pas comme un homme puisant dans de profonds puits de culture générale. Il joue comme un aveugle guidé à travers un champ de mines par une série de tapotements sonores. Les questions s'intensifient, l'enjeu se multiplie. 64 000 livres. Gentlemen vs Players était un match annuel entre amateurs et professionnels de quel sport? La réponse est le cricket. 125 000 livres. Les ambassadeurs à la National Gallery est une peinture de quel artiste? La réponse est Holbein. 250 000 livres. Quel type de vêtement est un Anthony Eden? La réponse est un chapeau. À chaque question, la chorégraphie se répète. Le scénario est rigoureusement respecté. Charles lit les 4 options à voix haute. Il divague. Il gagne délibérément du temps pour faire durer. Il tâte le terrain, lançant des réponses manifestement fausses en l'air, juste pour voir si la salle réagit. Quand sa voix survole la bonne réponse, Tequan Whittock se racle la gorge. Charles enregistre le signal. Il assimile la donnée. Il valide la réponse. Le rythme est ininterrompu. Lit, attend, tous, valide, lit, attend, tous, valide. Mais à 500 000 livres, le système manque de s'effondrer sous son propre poids. La question s'affiche sur le moniteur en vert. Le baron Haussmann est surtout connu pour l'aménagement de quelle ville? Les options sont Rome, Paris, Berlin et Athènes. Charles regarde le tableau. Il est convaincu que c'est Berlin. Il exprime son raisonnement à voix haute. Il justifie que Haussmann est un nom allemand. C'est logique. Il est fermement décidé à le valider. Il commence à se diriger vers le précipice, se préparant à prononcer la phrase « C'est mon dernier mot ». Au rang du doigt le plus rapide, Tequan Whittock panique. Le système a une faille fatale. Une toux est un signal affirmatif. Une toux veut dire « oui ». Mais comment signales-tu un non? Comment empêches-tu un train de tomber de la falaise? Alors que Charles s'apprête à valider Berlin, Whittock rompt le protocole. Il lâche un non sec et très audible. Il le fait suivre instantanément d'un bruyant mouchage de nez. C'est un signal d'arrêt total diffusé à travers le studio. Charles se fige. La théorie allemande s'évapore de son esprit. Il regarde les options restantes. Lentement, douloureusement, il commence à s'éloigner de Berlin pour revenir vers Paris. Lorsque sa voix se pose enfin sur Paris, les tours rythmiques habituels reprennent depuis l'ombre. Le signal oui est rétabli. Il valide Paris. Il sécurise 500 000 livres. L'illusion craque de toutes parts. La chorégraphie devient bâclée. En régie, l'équipe de production n'est plus simplement confuse. Elle est activement méfiante. Ils regardent un homme risquer un demi-million de livres sur une ville qu'il avait écartée à peine 60 secondes plus tôt. Et puis, le sommet, la question à 1 million de livres. Un chiffre suivi de 100 zéros porte quel nom? La première option est Google. La deuxième est Mégatron. La troisième est Gigabit. La quatrième est Nanomol. Charles Ingram se noie dans la lumière. Il penche pour Nanomol. Il dit clairement et définitivement « Je ne crois pas avoir jamais entendu parler d'un Google ». Dans le rang du doigt le plus rapide, un autre candidat observe. Il s'appelle Larry Whitehurst.
Whitehurst est un expert en culture générale. Il sait que la réponse est Google. Mais plus important encore, Whitehurst a repéré le schéma. Il a observé Wheatok tousser pendant la dernière heure. Whitehurst fixe Wheatok, attendant dans l'obscurité. Il se dit, si cet homme tousse sur le mot Google, c'est qu'il triche. Charles Ingram commence son balayage verbal. Il relit les options. Il tombe sur le mot Google. Wheatok tousse. Charles fait marche arrière. Il retombe sur Google. Wheatok tousse une deuxième fois. Charles fait une dernière vérification théâtrale du tableau. Il pose sa voix sur Google. Wheatok tousse une troisième et dernière fois. Charles Ingram, un homme qui quelques minutes plus tôt jurait à un public de plusieurs millions de personnes n'avoir jamais entendu ce mot, valide Google pour gagner 1 million de livres. Chris Tarrant lance la dernière page de publicité. La tension dans le studio est insoutenable. À leur retour, Tarrant rend son verdict. Les confettis tombent. Le chèque géant est signé. Le public hurle de joie. Mais regarde bien la scène. Larry Whitehurst est assis dans un silence absolu. Ses soupçons définitivement confirmés. Tequen Wheatok regarde fixement devant lui, un homme qui vient d'exécuter sa part d'une fraude de plusieurs millions de livres. Et Charles Ingram? Il sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. La performance est terminée. La réalité est sur le point de commencer. Les caméras s'arrêtent de tourner. La façade étincelante des studios d'Elstree se dissout instantanément dans la froide machinerie bureaucratique de la production télévisuelle. Dès que Charles Ingram quitte la scène, l'atmosphère se gâte. Les responsables de production ne l'accueillent pas avec du champagne. Ils ne lui serrent pas la main. Ils l'accueillent avec une exigence. Ils conduisent le tout nouveau millionnaire britannique dans les coulisses et le soumettent à une fouille corporelle. Ils palpent ses bras, ils palpent ses jambes, ils vérifient son torse, ils passent ses cheveux au peigne fin. Ils cherchent des oreillettes, ils cherchent des fils, ils cherchent des beepers. Ils ne trouvent rien. Charles et Diana sont escortés vers leur loge attitrée. Chris Tarrant, encore porté par ce moment de télévision historique, descend le couloir pour féliciter le couple. Mais en s'approchant de la porte, il s'arrête net. Il entend des cris. À l'intérieur de la loge, les tout nouveaux millionnaires ne fêtent pas leur transformation. Ils sont engagés dans une dispute cruelle et amère. Lisa Telford, une documentaliste qui apporte au couple une pinte de bière amère et un verre de vin, s'approche de la pièce et entend une fenêtre claquer. Les voix s'élèvent. Le ton est fortement agressif. Eve Winstanley, une autre documentaliste, entre et tente de détendre l'atmosphère. Ingram se retourne contre elle. Il lève les bras. Il lâche. « Ne commence pas. J'ai des choses à faire. Tu ne comprends pas. » Il lui dit de sortir. Pourquoi cette rage? Pourquoi cette hostilité ouverte? L'accusation théorisera plus tard que Charles n'était jamais censé aller jusqu'au bout. Le plan était de s'arrêter à un palier inférieur, de prendre 64 000 livres, ou peut-être 125 000 livres, et de s'en aller. Pour éviter d'attirer l'attention microscopique et intense qui accompagne inévitablement un gain d'1 million de livres, Charles, consumé par la cupidité du siège, intoxiqué par les lumières, a poussé trop loin. Il est sorti du script, et ce faisant, il les a tous condamnés, les a ruinés. Pendant ce temps, bien au-dessus du plateau, le PDG de Cellardor Productions, Paul Smith, passe un appel téléphonique. Il a reçu des rapports urgents et alarmants de ses techniciens du son. Le paiement doit être interrompu immédiatement. Le chèque doit être gelé. Smith ordonne une analyse médico-légale complète des bandes de diffusion. Les images brutes sont envoyées à EditWorks, un centre de post-production audio hautement spécialisé. Les ingénieurs sont assis dans des pièces sombres, fixant les ondes sonores sur leurs écrans. Ils isolent les canaux audio. Ils retirent la voix de Chris Tarrant. Ils retirent la voix de Charles Ingram. Ils retirent le battement de cœur synthétique de la bande-son. Ils se concentrent entièrement sur le bruit ambiant, l'espace vide entre les mots. Les résultats sont accablants. Sur toute la durée de la deuxième soirée de Charles Ingram sur le siège, les microphones ultra-sensibles captent très exactement 192 toux. Mais les toux sont courantes dans une salle de 300 personnes. Les ingénieurs doivent creuser plus profondément. Ils filtrent le bruit général du public. Ils isolent les microphones spécifiques positionnés près du premier rang du doigt le plus rapide. Ils trouvent 32 toux isolés, spécifiques, émanant des candidats attendant de jouer. Et sur ces 32, 19 sont classés par les techniciens du son comme significatives. 19 toux qui coïncident parfaitement et impeccablement avec la milliseconde exacte où Charles Ingram vocalise une bonne réponse. 19 empreintes sonores qui guident un homme ignorant le nom de l'urbaniste de la capitale française jusqu'à une victoire d'1 million de livres.
Paul Smith prend sa décision. L'épisode est définitivement retiré de la grille de diffusion. Il ne sera jamais diffusé. La police est appelée au studio, les arrestations sont faites. Mars 2003, Southwark Crown Court, Londres. La scène a changé. Le studio de télévision étincelant est remplacé par le chêne sévère et le cuir du système judiciaire britannique. Le juge Geoffrey Rivlin préside ce théâtre. Les accusés, Charles Ingram, Diana Ingram et Tequan Whittock s'assoient dans le box. Ils sont officiellement accusés d'avoir obtenu l'exécution d'un titre de valeur par tromperie. Le procès est un gigantesque cirque médiatique. C'est une collision étrange entre la culture télévisuelle populaire et le droit pénal à forts enjeux. L'accusation, dirigée par Nicholas Hilliard QC, tisse le récit de personnes désespérées commettant un acte désespéré. Hilliard expose la ruine financière des accusés à la vue du jury. Ingram a 50 000 livres de dettes. Whittock a 37 000 livres de dettes, saignant son argent dans des cartes de crédit à taux d'intérêt élevés et des frais d'école privée. Il présente les relevés téléphoniques, les 38 appels, les 4 beepers, la stratégie numérique abandonnée, puis il passe la bande. Encore et encore, le jury reste assis en silence, écoutant la performance guindée et angoissante de Charles Ingram. Ils écoutent la toux rythmique et peu naturelle de Tequan Whittock. La relation de cause à effet se joue en audio haute fidélité. La défense monte une contre-offensive désespérée. Tequan Whittock prend la barre. Il affirme avoir souffert d'une toux persistante toute sa vie. Il blâme une combinaison instable de rhume des foins sévères et d'allergies chroniques à la poussière. Il témoigne que les studios d'Elstree étaient notoirement poussiéreux, déclenchant une réponse respiratoire incontrôlable. Mais l'accusation riposte avec une preuve circonstancielle dévastatrice. Peu de temps après la fin du jeu de Charles Ingram cette nuit de septembre, Tequan Whittock a en fait remporté la manche du doigt le plus rapide. Il a lui-même pris place sur le siège. Il a joué sa propre partie de « Qui veut gagner des millions ?» Et pendant son temps sur la chaise, sa toux persistante et incontrôlable d'origine allergique a miraculeusement disparu. Il a bu plusieurs verres d'eau, affirme-t-il, et la grave irritation de sa gorge s'est simplement calmée. Livré à lui-même, Whittock s'est effondré dans son propre jeu, répondant de manière incorrecte à la question de 8000 livres et quittant le studio avec seulement 1000 livres. Puis vient le témoignage de Larry Whitehurst, le candidat assis à quelques mètres de là, dans le noir. Whitehurst regarde le jury droit dans les yeux et témoigne qu'il a décodé tout le système de triche en temps réel. Il a observé Whittock. Il a prédit la toux exacte sur le mot Google. Il a vu la manifestation physique de la fraude se jouer devant lui. Chris Tarrant est appelé à la barre. Le présentateur défend sa propre ignorance. Il témoigne que le studio est une surcharge sensorielle. Les applaudissements bruyants, les lumières aveuglantes, le stress extrême de gérer le jeu. Il n'a tout simplement pas entendu les toux. Il déclare sans équivoque au tribunal que s'il avait soupçonné une tricherie, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, il n'aurait jamais signé le chèque d'1 million de livres. Le procès se traîne pendant 4 semaines exténuantes. Le jury délibère pendant 13 heures et demie. 7 avril 2003, le verdict tombe coupable. Les 3 accusés sont condamnés par un verdict à la majorité. Les peines sont sévères, bien qu'ils ne verront pas l'intérieur d'une cellule de prison. Charles et Diana Ingram écopent de 18 mois de prison avec sursis. Tequan Whittock écope d'une peine de 12 mois avec sursis. Mais les sanctions financières sont écrasantes. Des amendes de 15 000 livres pour les Ingram, des amendes de 10 000 pour Whittock. Les frais supplémentaires d'accusation et de défense finissent par faire gonfler la dette juridique des Ingram jusqu'à atteindre la somme astronomique de 115 000 livres. L'illusion est définitivement brisée. La réalité est une ruine absolue. Les retombées sont rapides et impitoyables. Le Conseil de l'armée ordonne au major Charles Ingram de démissionner de ses fonctions, mettant brutalement fin à une carrière militaire de 17 ans. Il est officiellement dépouillé de son grade. Whittock démissionne de son poste de professeur dans une disgrâce absolue, finalement contraint de vendre sa maison familiale juste pour couvrir les amendes du tribunal. Le public transforme les Ingram en blague nationale. Ils sont harcelés dans les rues de leur ville natale. Les piétons toussent bruyamment en passant à côté d'eux sur le trottoir. Leur voiture est vandalisée. Dans une escalade écœurante de harcèlement justicier, leur chat de compagnie est abattu avec une carabine à plomb. Fin 2003. La criminalité ne s'arrête pas là. Charles Ingram se retrouve à nouveau dans un tribunal, cette fois à Bournemouth. Il est reconnu coupable d'une fraude à l'assurance n'ayant aucun lien. Il a tenté de réclamer 30 000 livres pour un cambriolage supposé, sans divulguer son long passif problématique de réclamations antérieures auprès de Direct Line Insurance.
Le juge qui préside souligne sa malhonnêteté inéluctable. Le major Tousseur est gravé dans le socle culturel de l'infamie britannique. 20 ans passent depuis que les paillettes d'or synthétiques sont tombées sur les épaules de Charles Ingram. La poussière dans les studios d'Elstree est retombée depuis longtemps. Les bandes audio ont été enfermées dans des archives. Les amendes massives ont été payées. Dans les années qui ont suivi le scandale, Charles Ingram déclarera faillite à 4 reprises. Il finira par être aperçu vendant des bijoux faits à la main sur un marché de Noël à Bath. Le fantôme d'un homme qui a un jour tenu un chèque d'1 million de livres dans ses mains moites. Mais l'histoire refuse de mourir. Elle est ravivée dans des documentaires. Elle est débattue dans des podcasts. Elle est adaptée en une pièce de théâtre à succès dans le West End, puis en un drame télévisé intitulé Quiz. Et avec la dramatisation vient la révision inévitable, l'ouverture des boucles fermées du récit. La défense médicale de Tequen Whittock était-elle réellement légitime? Le professeur Alan Morris, expert en médecine respiratoire, a par la suite examiné les bandes diffusées et a exprimé sa plus vive stupéfaction face au verdict de culpabilité. Il a suggéré que les toux ne peuvent pas être entièrement contrôlés et qu'une empreinte distincte d'une toux chronique était absolument présente sur la piste audio de Whittock. La bande audio présentée au jury a-t-elle été injustement manipulée par l'accusation? Le bruit ambiant a-t-il été malicieusement supprimé et les toux artificiellement amplifiés pour coller à un récit de culpabilité préconçu? Charles Ingram était-il simplement victime d'une coïncidence astronomique? Un homme dont la façon de jouer, erratique et hautement théâtrale, s'est simplement aligné sur les raclements de gorge biologiques d'un homme malade assis à 3 mètres de là? La défense souligne que sur le total de 192 toux enregistrés cette nuit-là, beaucoup se sont produites sur des réponses incorrectes. Il souligne l'absurdité logique absolue de confier un braquage d'1 million de livres à un inconnu à qui tu n'as parlé qu'au téléphone. Un homme lourdement endetté change toute sa stratégie du jour au lendemain. Une épouse écrit littéralement un manuel sur la façon de battre le système. Un professeur avec un prêt immobilier écrasant se retrouve assis juste derrière eux. Une conversation silencieuse faite d'arrêts et de départs gutturaux guide un candidat en difficulté, sans faire d'erreur, à travers le jeu de culture générale, aux enjeux les plus élevés sur Terre. L'histoire ne parle pas seulement de triche, elle parle du danger enivrant et destructeur de la scène. Qui veut gagner des millions a toujours été une réalité fabriquée. C'était un décor fait de contreplaqué bon marché et de plastique. Il était illuminé par des halogènes au tungstène. Il était orchestré par des producteurs tirant des leviers dans une pièce sombre. C'était une illusion de méritocratie, conçue pour faire croire au public que n'importe qui pouvait échapper à sa vie, s'il connaissait simplement la bonne réponse. Charles Ingram a simplement construit une illusion par-dessus la leur. Il a reconnu que le jeu télévisé était un script et il a décidé d'écrire ses propres indications scéniques, mais il a oublié la règle d'or du théâtre. Tu peux tromper le public, tu peux tromper le présentateur, tu peux même te tromper toi-même en croyant que ta place est sous les projecteurs, mais tu ne peux pas tromper les micros. Ils se fichent de tes dettes bancaires, ils se fichent de ton grade militaire, ils se fichent de ton désespoir. Ils n'enregistrent que la fréquence brute et non filtrée de la vérité. Jusqu'où ira un être humain pour échapper au poids écrasant de sa propre réalité? La réponse se trouve dans la toux.